Alors j'ai d'abord choisi un disque de Neil Young qui est à la fois un de ses fans préférés, qui est un des moins connus, qui s'appelle On the Beach, qui était une période un peu compliquée pour lui parce il était en post-dépression, enfin, ça se voit sur cette pochette qui est à la fois balnéaire et quand même très cataclysmique parce qu'il y a voilà, il y a une aile de Cadillac dans le sable. Et c'est une pochette assez fascinante et un disque assez fascinant parce que Neil Young lui-même l'a pas réédité avant très longtemps en CD et on le trouvait nulle part. Et moi j'ai eu la chance de le trouver une fois vraiment par hasard et sa petite particularité, je ne sais pas si on pourra le voir, mais il est imprimé à l'intérieur, la pochette est imprimée, il y a une sorte de tapisserie à l'intérieur, donc c'est un assez bel objet qu'on peut trouver assez facilement et pas très cher. Voilà. J'ai choisi une photo qui est une pochette qui va assez bien avec on va dire que je suis un peu obsédé par les accidents, mais une pochette des Sparks, qui est à la fois un de mes groupes préférés, mais aussi un de ceux qui a le mieux, je trouve, maîtrisé son image au fil du temps, et notamment dans cette période des Disc Island où il y avait de véritables mises en scène totalement cinématographiques, qui en plus disait beaucoup de la musique elle-même. Et comme toujours chez eux à l'époque, il y a une back cover qui est assez géniale, où on les voit là, l'un à cheval et l'autre enfin, dans une sorte de posture très aristocratique, et on voit les autres membres du groupe, parce qu'on oublie qu'à l'époque ils étaient 5 quand même, on voit toujours les deux frères évidemment, mais ils sont toujours un peu dans la photo également. Et voilà, je trouve ces mises en scène de l'époque, dans un format vinyle qui est après tout pas si énorme que ça, on pouvait faire entrer beaucoup de choses. Et d'ailleurs MGMT, sur leur avant-dernier album, ont un peu repris ce concept d'une photo à la fois hyper réaliste et en même temps assez improbable pour une pochette de disque, surtout aujourd'hui. Je pense que personne, il y aurait beaucoup de gens dans une maison de disques qui diraient bah non, un crash d'avion, ça se fait pas. J'ai choisi aussi cette pochette-là d'un disque de Robert Fripp et Brian Eno, qui est une sorte de classique, non seulement pour sa musique, qui est relativement radicale, mais aussi parce que cette pochette très belle de mise en abîme comme ça, façon Galerie des Glaces, dit beaucoup de la musique encore qu'elle renferme, puisque c'est une musique extrêmement répétitive, avec des motifs évidemment qui évoluent de manière assez subtile, et donc cette subtilité-là, on la retrouve dans cette mise en scène assez géniale. Je ne sais plus qui a fait la photo, je ne sais pas si c'est marqué derrière, mais c'est très très beau, c'est une véritable œuvre d'art. Et Brian Eno, étant à l'époque voilà, au début de sa domination un peu du monde du concept rock, avait quand même là l'art de faire des images qui 40 et quelques années après restent aussi fortes qu'aujourd'hui. Ça c'est totalement autre chose, un groupe que j'aime beaucoup, même si c'est pas mon album préféré, qui s'appelle XTC. Mais la particularité de cette pochette, c'est elle raconte l'histoire de la pochette, enfin l'histoire de ce que peut être une pochette de disque, de manière très froide. Donc on peut pas lire, mais enfin bon, en gros c'est ceci est une pochette d'album. Cette écriture et l'écriture sur la pochette d'album, enfin il y a quelque chose comme ça de très à la fois très froid, très clinique, et en même temps qui correspond aussi beaucoup à cette période du post-punk où les groupes avaient besoin de réinventer l'image du rock, et il y avait comme ça tout le côté manufacturé de la musique, qui correspond aussi beaucoup à cette époque où le rock retombe un peu après les années hippies, le punk qui était censé être une sorte voilà, de commotion générale. Et après on a tout un tas de groupes comme ça qui réfléchissent à leur rapport à la réalité, au monde industriel, le fait que finalement ils sont dans une logique commerciale de reproduction. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cette pochette quand on la lit.
il y a aussi pas mal d'humour et quand on la lit, c'est assez... je trouve que ça correspond vraiment très bien à cette époque-là qui doit dater de, je sais plus, 78. Voilà. Et pour terminer, cette pochette qui date également de 78, qui est une pochette des Talking Heads, de leur deuxième album, où on voit donc les membres des Talking Heads reconstituée à partir de Polaroid. Et moi, quand j'ai vu cette pochette, j'étais persuadé qu'elle était signée David Hockney, parce que David Hockney a effectivement fait des images qui sont quasiment les mêmes que ça, avec des Polaroid. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que David Hockney, après les différentes périodes qu'il a pu avoir dans son œuvre, a fait toute une partie de son œuvre à partir de Polaroid parce qu'il avait vu cette pochette. Il était ami avec les Talking Heads, avec David Byrne, mais ce n'est pas lui en fait qui a fait cette pochette, alors qu'elle est pour tout le monde iconiquement liée au travail de Belley et avec les Polaroid. Et en fait non, c'est alors il n'y a pas son nom, mais c'est un graphiste malheureux qui a servi d'inspiration à l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Peut-être qu'on ne le reconnaît pas assez pour ça, mais c'est vrai que lorsqu'on voit toutes les œuvres postérieures à cette pochette de David Hockney, c'est très troublant la manière dont il s'est totalement emparé de cette technique. Dans cette période-là, il y a une sorte de conjonction entre l'image, le son, la production, l'époque évidemment du New York des années 70 qui est totalement fascinante, et que cet album qui, à mon sens, n'est pas le meilleur des Talking Heads, mais représente de manière voilà, presque synthétique.